suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Martin. Bonjour Raphaël. Bonjour Martin Pasquier. Donc merci de rejoindre le podcast Sésame Asie depuis Singapour. Donc tu es consultant indépendant en innovation et en go-to-market Asie. Donc on va discuter de sujets qui sont récurrents sur le podcast et qui me sont chers vu que ça me concerne aussi un peu. J'ai travaillé dans ce domaine. On va discuter donc en particulier de comment pour une start-up, voire surtout même une scale-up, comment se développer en Asie. On va rentrer dans les détails. Donc ça va être un épisode super intéressant. Mais avant de démarrer, je te propose de te présenter brièvement, s'il te plaît. Ouais, tout à fait. Merci Raphaël pour l'invitation. Alors, je pense que la présentation courte que je vais faire, elle est compliquée pour les profils comme moi et je pense qu'il y en a d'autres qui assistons les startups et les aventuriers qui veulent aller en Asie. On a rarement des carrières qui sont rectilignes et c'est peut-être ça d'ailleurs aussi l'une des clés du go-to-market, c'est de connaître plusieurs secteurs, plusieurs vies professionnelles pour pouvoir être agile et avoir des référentiels différents parce qu'on est en prise quand même avec un inconnu qui est très fort, surtout si on le démultiplie à l'échelle des marchés de l'Asie. Moi, j'ai commencé ma carrière en Europe comme consultant en marketing digital à une époque où voilà, il y avait beaucoup de services et beaucoup d'attractions là-dessus. Je suis parti en Asie après 3 ans à Paris. Je m'ennuyais un peu et puis la zone m'intéressait, mais sans que je la connaisse vraiment. Et en fait, depuis la dizaine d'années où je suis installé à Singapour, j'ai successivement monté 3 entreprises, toutes dans le domaine conseil, donc conseil en marketing digital, conseil en innovation. Le Covid a mis un coup d'arrêt à ces activités comme beaucoup d'autres entreprises, et ça on pourra peut-être en parler, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas de coup dur quand on est à l'étranger, c'est pas exactement les mêmes circonstances que quand on est dans son pays d'origine. Et juste après cette arrêt un peu brutal, j'ai été recruté comme advisor d'une scale-up française qui s'appelle Botify et qui s'étendait en Asie à cette époque-là, et donc je les ai aidés de manière assez intense pendant 3 ans. Je suis en train de finir là mon contrat avec eux, et donc vraiment j'ai pu assister à la fois au pilote commercial, à la fondation de l'équipe Asie, à son passage à l'échelle, au passage à l'échelle dans différents pays. Donc c'est un cas qui était vraiment passionnant de pouvoir vivre depuis l'intérieur d'une entreprise de technologie cette croissance à l'externe. Voilà, et donc là je retourne sur un rôle de consultant indépendant un peu multicarte avec 2 grands, on va dire, métiers, un métier autour de l'innovation, donc aider des grands groupes à se connecter avec des startups, à changer leur business model, et un autre angle qui est autour du go-to-market, donc qui est d'aider des entreprises qui veulent s'installer et vendre en Asie et qui se posent des questions qui vont de choix du pays au type de recrutement, à la manière de vendre. On sait qu'on vend pas exactement pareil au Japon ou à Jakarta, et c'est des thématiques que je trouve fascinantes, pas tant sur l'aspect commercial, même si c'est toujours effectivement excitant, mais plutôt sur l'aspect interculturel. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il faut adapter, qu'est-ce qu'il faut localiser quand on va à l'étranger, qu'on a peut-être bien réussi dans son terrain d'origine, de son pays d'origine, et qu'en fait il faut se frotter à une adaptation qui est nécessaire. Il faut pas hyper localiser non plus, sinon on perd évidemment l'effet d'échelle. Mais il y a vraiment des questions et des enjeux culturels assez passionnants, parce que c'est très humain. Et c'est ça que j'aime faire au quotidien. Non, le commercial en Asie, l'interculturel, adapter sa solution, l'entreprise, etc. Je note, on va développer tous ces sujets. Mais peut-être Botify, peut-être en 2 mots, qu'est-ce que ça fait, Botify? Alors ouais, donc Botify c'est une scale-up comme on dit. Donc une scale-up c'est une startup qui a bien grossi. Il n'y a pas vraiment de définition scientifique, mais souvent on dit que c'est des entreprises de technologie qui ont levé assez d'argent, peut-être 10 millions, 15 millions, 20 millions de dollars,
série B, série C, qui sont déjà sur plusieurs pays. Et donc Botify, la spécialité, c'est un outil dans le SEO, donc le Search Engine Optimization. Et c'est un outil qui en fait va équiper les grands acteurs du e-commerce pour automatiser une partie de ce fameux référencement naturel dans les moteurs de recherche. Donc c'est une solution B2B, c'est une solution enterprise comme on dit, c'est-à-dire que c'est un niveau de licence qui est à la fois plutôt cher pour le client, ça c'est pas avec une carte bleue qu'on l'achète, et surtout ça demande un cycle de vente qui est assez complexe parce qu'on va devoir convaincre à la fois des équipes marketing, des équipes techniques, on va devoir passer sous les fourches codines des équipes de procurement, d'achat, de compliance, de légal. Donc ça fait des cycles de vente assez longs et ça nous impose d'aller voir des types d'interlocuteurs qui sont très très variés en fonction des pays. Ok, ouais, merci. Le SEO, c'est un large sujet qui a pris pas mal d'importance ces dernières années et où pas mal de gens ne comprennent rien. Il y a un côté un peu mystérieux et même le côté, enfin, l'aspect, on n'obtient pas forcément des résultats du jour au lendemain avec le SEO, ouvre la porte à parfois pas Exactement. mal de... On peut, pendant 6 mois, on peut se faire bananer et on va nous dire, bon, c'est normal, en fait, ça prend 6 mois à démarrer les résultats du SEO, donc il y a un décalage dans le temps qui fait que c'est assez complexe, mais Tout à fait. pour les clients qui comprennent pas, je veux dire. Mais bon, bah, j'ai envie d'enchaîner directement sur donc un peu le vif de la discussion. Donc tu m'as envoyé, t'as une petite présentation qui est super. Tu me diras si tu peux la partager ou une version simplifiée à des écouteurs à des écouteurs, comme on dit, à des auditeurs qui sont intéressés. Mais donc pour commencer, pour qui l'Asie, quoi. Donc là on parle des startups, des scale-up. Qui est concerné par l'Asie et à quel moment, j'ai envie de te demander. En fait, je pense que quand on parle des scale-up, alors de par leur modèle d'affaires, il y a un enjeu d'internationalisation qui est même pas très fort, mais qui est nécessaire. On sait qu'en fait, ces entreprises de tech, elles sont financées par des VC. Les VC ont besoin d'un retour assez gros par le simple fait du jeu que le VC va mettre de l'argent dans un portfolio de startups toutes différentes les unes des autres. Peut-être que les fonds qui sont derrière ont investi dans 15, 20, 30, 100 startups. On sait que la plupart des startups vont malheureusement aller au tapis. C'est la vie des entreprises nouvelles et en particulier de technologie. Et donc du coup, pour avoir un gros retour sur au moins l'une des boîtes du portefeuille, et ben ça fait que toutes les boîtes du portefeuille ont un rythme assez élevé d'intensité commerciale, doivent dépasser leurs frontières. Et on sait qu'en fait, si les géants de la tech aujourd'hui sont principalement américains ou chinois, c'est pas parce qu'ils sont plus doués que les autres, c'est parce qu'ils ont un marché d'origine, un marché mère qui est assez grand pour passer à l'échelle, pour devenir profitable. Et derrière, après, évidemment, leur expansion internationale est très très différente d'une entreprise qui va partir de la France, pour laquelle la France n'est pas suffisante, pour laquelle 3-4 pays européens ne sont pas suffisants, et pour laquelle, en fait, il faut aller en dehors. Donc, c'est vrai que ces entreprises, elles sont poussées par une nécessité d'aller chercher de la croissance et idéalement derrière de la profitabilité sur les années qui viennent. Très souvent, ce sont des entreprises qui ont déjà un pied aux États-Unis. Et dans le cas de Botify, c'est pas une surprise. Les États-Unis, c'est le marché numéro 1 en termes de taille. Quand on est dans le e-commerce, on a des effets de bord, des effets d'échelle qui sont tout simplement durs à battre quand on est un pays de 300 millions et des poussières alignées sur le même modèle. Et donc du coup, très souvent, ces entreprises ont leur QG en Europe, en tout cas pour celles qui m'intéressent. Elles ont fait 2-3 pays en Europe, pas toujours avec un succès hyper établi dans chaque pays. Déjà, de passer la frontière du Rhin ou de la Manche, on se rend compte que les différences culturelles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on imaginait, alors qu'on est juste à 3-4 heures de train de Paris. Le marché américain est, on va dire, en phase de conquête où se passe bien, et du coup on se dit en fait on a la partie occidentale du monde, si on se réfère au méridien de Greenwich, mais qu'est-ce qu'on fait de la partie orientale du monde? Et mon sentiment, c'est que pour ces entrepreneurs qui ont fondé des entreprises qui sont déjà à une certaine taille,
l'enjeu d'une exit, l'enjeu d'un événement de liquidité dans les années qui viennent. Donc ça peut être une entrée en bourse, ça peut être une opération de fusion-acquisition à travers laquelle ils vont vendre l'entreprise. Ils doivent se dire quand même, ça serait bien d'avoir l'Asie dans notre scope régional. D'abord parce qu'on a peut-être des clients globaux qui ont une présence en Asie, et surtout une vraie belle exit, une vraie belle success story d'entrepreneur, c'est de vendre une boîte mondiale. Et alors je n'ai pas besoin de te convaincre toi, Raphaël, qui est à Taïwan, mais on est dans une zone du monde qui est extrêmement dynamique, qui croît très fortement, et donc du coup je pense que pour l'entrepreneur et peut-être le VC derrière, il y a peut-être, au-delà de l'enjeu financier, un enjeu d'excitation, de se dire on recommence, pas de zéro, mais en tout cas on recommence une aventure entrepreneuriale en se lançant en Asie et en allant à la conquête de cet énorme continent qui va nous poser plein de questions très compliquées, mais qui derrière peut évidemment déboucher sur des tailles de marché qui sont vraiment significatives, hein, que ça soit en Chine, en Inde ou même au Japon. On parle assez peu du Japon qui est, malgré tout ce qu'on en dit, pays vieillissant, etc., c'est quand même un pays de plus de 100 millions d'habitants, avec des gros moyens d'achat, avec des gros besoins de transformation. Mais évidemment, c'est un pays qui est compliqué à d'autres égards en termes de langage, en termes d'effets un peu Galapagos. Donc je pense que c'est ça qui se passe un peu dans la tête du décideur ou de la décideuse aux commandes de sa startup, c'est comment rajouter l'Asie dans mon scope géographique. Et une fois que l'envie y est, c'est là qu'après on a vraiment un ensemble de questions qu'il faut réussir à résoudre pour se dire dans quelle partie de l'Asie on va. Très souvent quand on est en Europe on dit l'Asie avec un grand A. Tu devances mes questions là. Je pense que je vais me faire un café. Vas-y, non, mais c'est super, continue. Donc, parce que alors nous en étant en Asie, juste sur le Japon, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. C'est pas forcément, ça vient pas forcément à l'idée tout de suite, mais j'ai vu quelques succès de start-up, notamment françaises au Japon. Donc il faut regarder là où est le bon fit. Mais vas-y, ma question suivante, c'était l'Asie, c'est vaste comme tu l'as dit. Par où commencer? Juste peut-être pour filer le raisonnement sur le Japon. Un indicateur, moi, que je trouve intéressant, c'est la taille du PIB dans chacun de ces pays. Et en fait, on se rend compte, et je pourrais partager une carte qui est intéressante, qui compare en fait les PIB des zones Amérique, Europe et Asie avec des petits clusters de la même taille. Et en fait, alors il y a beaucoup de gens qui disent, alors moi je suis basé à Singapour, donc c'est l'Asie du Sud-Est, et qui disent mais regardez la taille de l'Indonésie, c'est énorme. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de gens, c'est 260 millions de personnes aux dernières informations, mais quand on regarde la taille du PIB, ce sont encore des petits pays. Le Japon qui a, je dirais pas mauvaise réputation, mais qui a une réputation de complexité, et en plus d'être une économie qui est en train de se faire dépasser par la Chine et tout ça, malgré tout, ça reste une puissance économique qui a très très peu d'égal en fait en Asie. Il y a que la Chine qui est devant, après c'est le Japon, et ensuite assez loin derrière, on a l'Inde, l'Indonésie, ces pays-là. Donc il faut aussi arriver par moment, et c'est dur à faire, la part des choses entre les pays évidents qui nous sautent comme ça un peu en premier niveau. Donc déjà quand on dit l'Asie, très souvent c'est la Chine qui s'imprime juste derrière. Il faut aller regarder la taille des pays, il faut aller regarder la culture d'achat de logiciels de ces pays. Alors l'Indonésie c'est un très beau pays, est-ce qu'ils sont habitués à acheter du software sous licence avec tout le folklore qui va avec d'avant-vente, de vente, d'upsell, et c'est pas si certain que ça. Donc il y a vraiment des critères à regarder pour savoir un peu où on met les pieds. Et je dirais que peut-être que ce qui est le plus surprenant pour moi, c'est que des entreprises de tech qui ont déjà bien migré en Europe ou aux US ont tendance peut-être à simplifier l'Asie. Alors qu'il y a quand même un gros travail de défrichage à faire pour savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds. Et ne serait-ce que de se dire qu'on va mettre notre QG local à Singapour, à Hong Kong, à Shanghai, à Bangalore, à Tokyo ou à Jakarta, ça c'est déjà une belle question à résoudre, et je pense qu'il y a plusieurs mois de travail pour avoir une réponse satisfaisante. Non, tout à fait. Ouais. Pour apporter un petit exemple sur ce que tu viens de dire, moi j'ai eu l'occasion de travailler un peu dans le retail tech, qui est un sujet intéressant en France. On a pas mal de belles startups, et c'est vrai que les Philippines, c'est pas non plus le pays qui vient à l'idée tout de suite, les Philippines, mais dans le retail, il y a quand même quelques groupes assez conséquents qui sont présents là-bas, des groupes locaux. Et quand j'étais chez eux et que tu vois les hangars littéralement
où tu as des centaines de petits employés qui font de l'administratif, et que toi, tu es là pour vendre une solution logicielle, tu réalises un peu le coût du travail aux Philippines, et que la digitalisation, bah voilà, ils en sont pas encore... Enfin, on se comprend, quoi, par rapport au coût du travail, etc. Ça va pas avancer aussi vite qu'en Occident ou dans d'autres pays d'Asie. Donc, ouais, c'est aussi bien de venir... Ouais, vas-y, je t'en prie. Et ça, c'est un vrai autre critère à regarder, c'est le coût du travail local. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays, un client potentiel, un prospect qui serait qualifié, alors ça, pareil, on pourra parler de la qualification des prospects parce que c'est souvent dans les startups du SaaS, du software as a service, ou dans les startups en général, il y a des grilles de prospection qui sont assez nettes, assez millimétrées. On appelle ça le ICP, le Ideal Customer Profile. C'est souvent un code qui va de A à E. Les comptes A, c'est les comptes stratégiques, il faut absolument les avoir. Les comptes B, c'est déjà très gros. Les comptes C, bon, c'est pas mal, mais il faut pas trop en avoir parce que ça prend du temps. Et en fait, dans beaucoup de pays, même des comptes stratégiques peuvent se dire, la solution qu'on me présente est intéressante, mais rendez-vous compte que j'ai des dizaines de milliers de surdiplômés indonésiens, indiens, chinois dans mon pays qui pourraient faire le taf en interne. Et malheureusement, je l'ai quand même vu souvent, des entreprises dans des gros clients potentiels, dans des marchés émergents, vont être tentés et vont aller dans la direction de je prends votre pitch, si je peux avoir les écrans des démos, c'est encore mieux, et puis je vais essayer de faire ça dans ma cuisine avec mes ingénieurs du cru. Alors, ça dure 1 an, 2 ans, on l'a eu, nous, avec un très gros acteur du e-commerce en Indonésie, l'un des 3 premiers. Et donc, on est, on a noté dans l'agenda, revenir les voir dans 2 ans quand ils se seront gamellés. Ça n'a pas manqué, ils se sont gamellés. Et en fait, c'est compliqué pour ces entreprises de se dire que il faut acheter quelque chose d'un peu onéreux, plutôt que d'embaucher des équipes, ça va les distraire, c'est pas vraiment le focus. Une boîte de e-commerce, alors oui, elle peut construire un outil SEO, foncièrement, c'est pas le sujet, mais Botify, dans le cas dont on parle, ils ont 80, 100, 120 ingénieurs qui sont dédiés sur ce sujet, donc il y a quand même des chances qu'ils soient meilleurs qu'une équipe recrutée comme ça à la va-vite. Donc il y a vraiment un sujet de différence de comportement d'achat pour les prospects qu'on vise. Et donc par exemple aux États-Unis, la culture d'entreprise, elle est assez connue, hein. C'est des boîtes qui sont très très focus sur leur cœur de métier. Quand une boîte américaine ne sait pas faire quelque chose et que ce quelque chose n'est pas son cœur de métier, en général, elle va faire appel à des prestataires extérieurs. Ce prestat, ça peut être une agence, ça peut être un géant de la tech, un Microsoft, ça peut être une scale-up évidemment qui est la bonne solution. On n'est pas exactement dans le même réflexe quand on est en Asie, où un prospect, même très gros, va plutôt être tenté de se dire tiens, si je le faisais en interne. Alors, pour prendre le cas très précis du e-commerce dans lequel on est avec le SEO, nous, on a un grand compte plus que stratégique, hein, qui est le plus gros compte possible dans la zone Asie du Sud-Est, qui est Lazada. Lazada, c'est l'équivalent d'Amazon dans la région dans laquelle je vis. On sait... On a eu un épisode avec, rappelle-moi son nom, c'est Pierre Poignant, c'est ça, l'ancien qu'on salue, qui est maintenant retourné à Paris avec une autre très belle entreprise dans le e-commerce. Branded, tout à fait. Ouais. Et donc en fait, Lazada qui a été acheté par Alibaba il y a maintenant quelques années, la culture d'entreprise, c'est de créer tous les outils en interne. Et donc du coup, on garde quand même Lazada en se disant peut-être qu'un jour ça changera, mais globalement, on a assez peu d'espoir et c'est assez étonnant finalement de se dire que en venant de l'extérieur de l'Asie, on est quasiment obligé de supprimer ce compte hyper stratégique de nos listes de prospects parce qu'on sait qu'en fait culturellement c'est pas dans leurs habitudes d'aller chercher du software externe et on sait qu'en fait ils sont en train de construire les mêmes outils que ce qu'on fournit avec évidemment une qualité bien moindre, une expertise diminuée. Donc c'est des choix assez étonnants de se dire que on peut parfois et on doit se séparer d'une partie des gros prospects parce que culturellement ils n'ont pas le réflexe et la mécanique d'acheter du logiciel comme on peut en proposer. Oui, tout à fait quoi. Mais la même chose. Enfin, parfois on a passé trop de temps en Asie, donc on oublie peut-être que la même chose se passe en France. Mais Decathlon a la réputation, par exemple, de faire beaucoup de choses en interne, sur tout ce qui est logiciel et solutions de paiement, de caisse automatique, etc. Donc j'imagine que les gens ont aussi la même problématique en France. Bien quelque sûr. Part. Mais bon,
c'est bien de le rappeler parce que c'est des erreurs qu'on commet toujours, d'oublier ce genre de choses. Juste pour cadrer un peu la discussion, donc on parle beaucoup sur le soft, voire même du e-commerce, mais on a dit que forcément il y a aussi beaucoup de gens qui font du hardware. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi couvrir dans la discussion. Alors moi, j'ai assez peu de connaissances sur les produits hardware, donc ouais. D'accord. Donc certains conseils seront universels, j'imagine, et après il y aura des choses un peu plus spécifiques. Ok, pas de souci. Donc commencer à choisir le bon pays, le bon marché, ça c'est clair. Et disons que voilà, on a décidé, on y va. C'est quoi les premières étapes pour vraiment rentrer dans le dur, attaquer l'Asie? En général, je dirais que il y a quand même une phase où il faut dérisquer cette décision d'y aller. C'est normal. Ça va coûter cher d'aller en Asie, quel que soit le format, hein, que ça soit du coup en temps, du coup en ressources humaines, du temps aussi en air que l'équipe en France ou parfois aux US va y passer parce que on est quand même sur des fuseaux horaires et des zones un peu différentes. Donc généralement, ce qui est recommandé, c'est de faire un format de pilote commercial pour quand même confirmer ses hypothèses, plutôt que d'envoyer directement la grosse artillerie avec des expatriés, enregistrer une boîte, aller trouver des bureaux. On sait quand même que dans les grandes villes dans lesquelles on va atterrir, hein, que ça soit Shanghai, Tokyo, Singapour ou Hong Kong, le coût d'un bureau n'est pas neutre. On n'est pas dans des villes qui sont étendables à l'infini. Donc il faut faire attention à ça. Et je dirais que cette phase de pilote, il y a plusieurs enjeux à mon avis. Alors le premier enjeu, c'est de confirmer qu'on peut clore des deals. Et typiquement, si on n'arrive pas à clore des deals en 12-18 mois, en étant à distance et en faisant la navette, mettons qu'on décide d'aller sur place tous les 3 mois, ce qui serait plutôt une bonne idée. On passe 2-3 semaines sur le marché qu'on a en tête, on montre sa tête, on fait du réseau, on est peut-être invité à pitcher. Si en 12-18 mois on n'y arrive pas, en étant nous de l'intérieur de la startup un pro du produit, on connaît le cycle de vente, c'est probablement qu'il y a des choses à régler. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect de ce pilote, je dirais, c'est aussi de commencer à identifier les gens qui pourraient rejoindre l'aventure localement. Et alors ça, c'est un vrai choix, je dirais pas stratégique, mais c'est un choix tactique que l'entreprise qui va décider d'aller en Asie doit faire. C'est est-ce que j'envoie des gens du QG qui sont bien formés, qui sont peut-être successful en France, au UK, aux États-Unis, et je les parachute en Asie, ou est-ce que je compte plutôt sur des équipes qui sont déjà localement implantées? Donc en gros, je vais aller débaucher peut-être quelqu'un qui est dans une entreprise similaire à la mienne. Je vais aller chercher dans mon réseau qui peut être de mon ancienne école et puis peut-être me rejoindre. Donc l'enjeu du pilote, c'est aussi ça, c'est de savoir comment je vais staffer mon entité locale. Il y a des pays dans lesquels les talents sont plutôt disponibles, en tout cas plus facilement. Je pense à Singapour où il y a quand même une très grande mobilité professionnelle. Alors il y a toujours la guerre des talents, oui, mais il y a toujours des gens qui vont rechercher une opportunité de mobilité dans une autre boîte. Et il y a des pays dans lesquels ça va être la croix et la bannière, donc le Japon en l'occurrence, puisque si on veut vendre à des clients japonais, il faut même pas seulement parler japonais, il faut quand même plutôt même être japonais. Et donc dans ce cas-là, trouver des Japonais qui parlent bien anglais, qui sont intéressés pour prendre un très gros risque et partir avec une scale-up qui sort de nulle part, c'est des choses qui sont pas évidentes. Donc et justement, en termes de staff, tu vois plutôt des profils qui ont vraiment, qui ont déjà tout le portefeuille de clients, qui connaissent très bien l'industrie, ou voire même que justement, comme on parle de start-up, il faut être un peu débrouillard. Parfois des gens qui sortent un peu de ce cadre, mais on a un bon feeling, quoi. Je dirais plutôt des débrouillards. Alors une personne dont on imagine qu'elle est très senior et qu'elle a tout le réseau, il n'y a pas de baguette magique. Et je pense qu'il y a je dirais pas une incompréhension, mais il y a un mythe en Asie que j'aimerais pouvoir effriter un petit peu. C'est que c'est le CEO qui décide de tout dans l'entreprise. Et ben c'est pas du tout le cas en fait. On n'est pas dans des. Alors on a évidemment un effet de hiérarchie qui est très fort, mais on a aussi un mode de décision qui est très souvent par consensus et par discussion. Et donc on peut vraiment pas s'imaginer que un senior consultant ou senior advisor qui vous dit
moi j'ai accès à tous les CEO du CAC 40 japonais, on va pousser les boutons et on va vendre le software. Alors là, il n'y a aucune chance que ça arrive, on l'a déjà expérimenté 40 000 fois. Le boss va vous faire une introduction à son équipe qui la plupart du temps parle pas très bien anglais, va prendre beaucoup de temps à analyser ce que vous faites, et puis après il y a un mode de décision interne auquel nous on n'a pas accès, qui est propre aux boîtes japonaises, mais c'est à peu près pareil dans les autres pays d'Asie, où on n'a pas accès, où c'est pas très transparent, où ça va benchmarker, où l'enjeu de le faire vite, c'est pas un enjeu du tout. Alors là, pour le coup, l'Asie, c'est pas un continent qui est très pressé généralement en termes de closing. On préfère vraiment prendre son temps pour ne pas faire une bêtise plutôt que de s'engager trop vite. Donc je dirais plutôt des profils débrouillards qui vont justement avoir la capacité, alors soit ils ont déjà compris comment ça marchait, c'est très bien, soit on sent que leur mindset, leur mentalité, leur attitude va leur permettre de comprendre où sont les murs et de les contourner. Parce qu'en fait, on a parfois des certitudes en plomb, sauf que quand on se prend un mur, faut savoir aller autour, essayer de comprendre. Est-ce que c'est le discours commercial qui n'a pas marché? Est-ce que c'est le positionnement? Est-ce que c'est le type d'acteur par lequel on est rentré qui en fait pose problème? On est rentré par l'expat de service dans la boîte, et puis en fait cette personne-là, elle a pas beaucoup de pouvoir ou d'influence. Donc il faut vraiment aller au-delà des apparences, et du coup je dirais plutôt des profils tout-terrain, ambitieux, et avec une vraie capacité d'apprentissage. Donc quelqu'un qui idéalement a vendu du produit, du service dans plusieurs pays, dans plusieurs industries, ça commence à devenir intéressant. Ok, non merci. C'est une analyse intéressante. Tu as parlé de localisation aussi, qui est un point important. Idéalement, on veut se localiser, mais bon, déjà on est face à plusieurs marchés, et on sait que pour une jeune entreprise, commencer à localiser son produit, éventuellement, ça peut vouloir dire splitter le produit en plusieurs versions qu'il faut maintenir, etc. C'est pas évident. Donc comment tu vois ça, la localisation? Alors, de ce que moi j'ai vu dans les scale-up que j'ai pu accompagner, il y a quasiment pas de localisation du produit pour les raisons que tu as nommées, et très souvent d'ailleurs, si au QG à Paris on a 80 ou 100 ingénieurs qui sont en train de s'échiner sur un produit, généralement ils vont assez mal prendre qu'on leur propose d'adapter le produit pour un marché local, donc ça c'est compréhensible. Par contre, on va adapter tout le reste, donc on va adapter et localiser potentiellement le prix. Alors, pas tant sur une échelle de l'Asie c'est moins cher. Alors, l'Asie c'est pas moins cher, ça faut se sortir de la tête. Faut jamais vendre moins cher en Asie. Ça c'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire. Il faut vendre au même prix. Les grosses boîtes d'Asie achètent du McKinsey, du Deloitte au kilomètre, donc elles ont tout à fait les moyens quand le besoin est décelé d'acheter ce qu'il faut. Par contre, le prix en termes de comment il est découpé. Et très souvent, en Asie, on a un enjeu qui est plus fort sur ce qu'on appelle le customer success, donc l'après-vente, donc le support. En général, les startups et les scale-up veulent faire le moins de support possible. C'est la raison pour laquelle c'est des boîtes de tech. L'idée, c'est pas de vendre du service au kilomètre derrière. Sauf que en Asie, on a plusieurs, je dirais, aspects culturels. Alors, on a ce côté perdre la face qu'on retrouve quand même dans beaucoup de pays. On n'a pas une grosse tendance à aimer ce que tu appelles support, c'est du service client. C'est du service client, c'est de l'onboarding, c'est répondre rapidement quand on a un besoin. Il y a un vrai niveau d'exigence. Plus on va dans l'Asie du Nord-Est, comme le Japon, plus c'est vrai. Mais on peut vraiment pas imaginer faire le même package. Alors on peut vendre un service, on peut vendre au même prix, mais par contre il faut vraiment que le produit prenne moins de place et que le service prenne un peu plus de place pour s'assurer que quand votre client japonais semi-paniqué vous appelle, il tombe pas sur un message automatique, désolé, le quota de service est rempli, maintenant faut attendre. Ça c'est pas possible ça. Donc dans des entreprises qui doivent renouveler leurs clients tout le temps, ça c'est le cas des startups, hein. L'un des grands enjeux des startups c'est le churn, c'est le taux de rétention, donc il faut qu'il soit très très haut. Un client asiatique qui sent qu'il n'est pas bien soigné en termes de service va probablement pas renouveler. C'est très important pour eux d'avoir accès à quelqu'un qui va expliquer. Eux-mêmes ont aucune envie de se retrouver face à leur boss qui va les aiguillonner sur au fait pourquoi ça marche pas comme ça. Donc il faut vraiment arriver à un niveau de service plus élevé que ce qu'on aurait aux États-Unis ou en Europe. D'accord.
Et là, pour une boîte étrangère, là, il y a une problématique un peu, c'est un peu la poule et l'œuf, quoi. On a besoin d'investir sur place pour mettre en place tout ce que tu as décrit. À la fois, on a envie d'avoir du business avant de faire les investissements. Donc, où placer le curseur Le curseur, en fait, en Asie, il est malheureusement assez simple à positionner. Il faut y aller pour le long terme. Les Asiatiques sont, encore une fois, c'est des généralités, mais je pense qu'elles se vérifient dans pas mal des pays. On est sur des cultures où on aime le long terme, où la confiance se construit pas dans la vitesse. Il faut se voir plusieurs fois. Et donc du coup, c'est difficile de penser qu'on peut faire l'Asie sur un coup. On va faire un coup. On va aller, on a une intro, on va closer le deal, ça va bien se passer. Et puis en plus, trop cool, on a même pas eu besoin d'envoyer quelqu'un et d'ouvrir un bureau. Alors ça, franchement, on l'a pas vu souvent. Et si on veut vraiment se donner la chance d'avoir une place dans ces gros marchés, je pense au Japon, parce que le Japon, on a vraiment une telle surface de clients corporate à conquérir que voilà, la taille du gâteau est très très alléchant, mais il faut y aller et c'est hyper difficile de se dire qu'on va le faire du dehors. Dans beaucoup de ces pays par ailleurs, les références, alors ça c'est un autre point de la localisation, les références clients qu'on peut rapporter de l'étranger n'ont quasiment aucune valeur. Et quand je dis quasiment, je suis déjà assez généreux. pour être poli. Voilà. Donc vous avez Nike, vous avez j'en sais rien, Amazon, peu importe, c'est pas le sujet, on s'en fiche. Vous avez vendu à des gens de votre culture, good for you. Maintenant, montrez-moi. Et idéalement, votre client japonais ou indonésien va prendre son téléphone, appeler quelqu'un qu'il connaît, qui vous a acheté, et va demander. Alors, ça se passe comment il a vendu, c'est quoi le prix, etc., etc. Donc, il faut arriver à faire ça. Je trouve que l'écueil principal des scale-up qui s'étendent en Asie, c'est de se contenter, c'est logique au départ, des grands comptes français. Alors nous, en tant que Français, on est hyper chanceux parce que la plupart de nos grosses boîtes sont très internationales. Donc on va avoir du LVMH, on va avoir du Decathlon, on va avoir du L'Oréal, on va en avoir plein. Ça, c'est facile en général à conquérir. Quand même, hein, les décideurs de ces filiales asiatiques sont très souvent des Français ou des francophones. Donc on comprend la culture, on peut faire un coup de fil au siège, donc ça marche bien. Mais avec le bémol des décisions qui sont prises au siège, forcément, on n'a pas les sièges, les HQ internationaux voilà. ici, quoi. Avec le bémol de ces entreprises qui parfois sont très centralisées et qui se disent bon, on va éviter d'acheter des morceaux de technologie différents dans chaque pays du monde, ça c'est logique aussi. Mais il y a des opportunités. Enfin, j'en ai vu même dans le luxe, qui ont dit assez conservateurs à Hong Kong. Enfin, j'ai travaillé pour des startups qui avaient des très beaux contrats avec, je pense, une entreprise française du luxe. Donc c'est pas impossible. Ça dépend de leur politique interne, clairement. Et pour le coup, les marchés Asie étant à la fois assez gros et plutôt loin, c'est pas complètement déconnant que ces marchés soient affublés d'une étiquette marché test. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'une boîte de luxe va rarement tester un software sur la France ou les États-Unis, c'est des trop gros marchés, trop d'enjeux. Par contre, faire un test, un proto à Hong Kong ou en Corée, pourquoi pas. Donc ça peut servir de ce côté-là. Mais c'est quand même le cas de boîtes très centralisées. Donc bon, mettons qu'on peut avoir son parterre de clients français ou francophones qu'on connaît bien. Après, le vrai enjeu, c'est comment signer le premier client japonais. Parce que pareil, si vous avez signé L'Oréal Japon, ça fait pas de vous, pour un prospect purement japonais, une boîte qui a réussi à vendre un client japonais. Les clients japonais, ça va être... alors, il y a des boîtes dans le tabac, il y a des boîtes évidemment dans toute la partie industrie, il y a la partie automobile. Il y a certaines boîtes étrangères dont les filiales asiatiques ou japonaises sont considérées comme locales. Donc, par exemple, McDo Japon, c'est un tel bazar, entre guillemets, que si on le signe, ça compte bizarrement comme une référence locale pour le marché japonais. Donc, c'est des petites choses qui parfois peuvent aider. Mais c'est vrai que de craquer ce premier client local, c'est quelque chose d'important. Et puis bon, d'aller en Asie, c'est aussi ça. Hein, c'est pas que de vendre à ses pairs. On avait eu une discussion avec un VP de l'une des scale-up françaises en Asie, et lui, sa stratégie dans ces types d'entreprises, c'était de regarder dans chaque pays quels sont les gros conglomérats. En Asie, on adore les conglomérats. Donc, en gros, c'est des holdings qui vont vendre tout dans ces pays-là. Donc, en Thaïlande, par exemple, on a 2-3 conglomérats qui font à la fois du ciment, du bancaire, de la pharma, du retail. Donc, ça, c'est assez commun. Et de regarder si dans ces conglomérats, au niveau de la tranche décideur, donc en gros, directeur, VP, SVP, C-level, on a des expats.
Et ça, c'est une super indication. Il y a des conglomérats dont les propriétaires sont souvent des familles régnantes ou des dynasties de business de ces pays-là. Et dans certains cas, elles laissent les clés du camion, si je peux le dire comme ça, à des expats bien formés, très souvent des expats qui viennent des grandes boîtes de conseil, des grandes banques d'affaires. Et là, ça veut dire généralement en termes de signal, c'est une entreprise dont les propriétaires veulent qu'elle crache du cash. Ils embauchent les meilleurs talents en termes d'orga, de process, de business. On y trouve beaucoup d'étrangers. Et dans ce cas-là, évidemment, ce sont des comptes qui sont intéressants à approcher puisque si on est français et qu'on va parler à un expat italien, je pense qu'il y en a beaucoup en Thaïlande, on a déjà évidemment un rapprochement culturel qui peut se faire. Et puis après, c'est cette personne-là qui va se débrouiller en interne pour vendre la solution. Oui, tout à fait. Donc, je peux apporter un exemple concret. Central Group, qui est un des conglomérats thaïlandais dont tu parles. Tout à fait. J'ai travaillé pour une scale-up française qui a pris un deal avec une de leurs branches retail. Ils sont très présents dans le retail. Et il se trouve que le général manager de cette branche retail était français. Donc, après, bon, malheureusement, ça s'est moins bien passé. La livraison du produit a été un peu plus compliquée. Voilà, bon, ça, c'est un autre enjeu. Mais alors, ça, c'est anecdotique, mais ça apporte de l'eau au moulin sur le côté l'opportunité business. Et dans le retail, je sais qu'il y a quand même une diaspora française grâce à nos Carrefour, nos Auchan, etc. Donc je me souviens que, je sais pas, chez Big C, qui est un supermarché thaïlandais, il y avait aussi des Français qui se baladaient à droite à gauche. Enfin voilà, je pense que quand c'est des gros groupes totalement locaux, d'arriver à taper à la porte et de faire son trou. Dans ce cas-là, il faut peut-être mieux passer par un partenaire local qui peut faire l'interface. Peut-être que est-ce que c'est quelque chose que tu connais, ça? Alors peut-être juste un distributeur, ou enfin ça dépend des industries. Pour revenir sur la partie expat dans ces boîtes-là, là typiquement une action hyper simple à faire avant d'aller en Asie, et on peut même embaucher un stagiaire un peu smart d'une école de commerce à Paris qui va faire le boulot pour vous en interne, c'est d'aller effectivement prendre les 10 grosses boîtes locales des 10 pays d'Asie qui vous branchent. Et vous allez faire une extraction de données sur LinkedIn. C'est très facile à faire aujourd'hui avec les outils LinkedIn Premium. Et vous allez chercher les expats européens dans ces 10 grosses boîtes de ces 10 gros pays asiatiques. Et là, vous avez déjà une liste de chasse qui est plutôt sympa. Donc ça, pour faire un roadshow 6 mois après et dire by the way, mon cher expat à Central Group en Thaïlande, je suis à Bangkok dans 6 mois, prenons un café. Ça, c'est hyper facile à faire, ça coûte rien, à part le coût du stagiaire. Et vraiment, c'est une super belle manière d'aller comprendre les marchés. Alors, on n'y va pas pour aller vendre ses casseroles, évidemment, pas la première fois en tout cas, mais d'aller avoir un chat avec quelqu'un qui... Alors, Central, c'est un groupe super parce que les gens, généralement, ils restent longtemps. Je pense qu'ils sont bien payés. Et donc, du coup, d'avoir accès à un francophone qui a passé 10 ans en Thaïlande, dont 5 ans dans le plus grand conglo, et qui va vous raconter la vie sur place, là, dis donc, là, allez-y avec un stagiaire qui va prendre les notes, parce que c'est vraiment les insights sur comment eux comprennent les circuits de décision, comment ils achètent, qu'est-ce qu'ils achètent pas. C'est la source d'infos qui me semble la plus intéressante. Non, clairement. Je regarde, donc j'ai ta présentation sous les yeux, il y a plein de trucs hyper intéressants. Il y a des choses qui me sautent aux yeux, justement. Par exemple, tu dis que parfois, quand l'équipe commerciale qui a été formée en local en Asie peut être un peu trop salesy, quoi, un peu trop sales oriented, je sais pas comment le dire en français, par rapport à la maison mère. Tu peux développer un peu ce point? Alors ça, c'est plutôt des histoires de culture d'entreprise, de culture de filiale, et c'est parfois... En principe, je pense que ça pose pas trop de soucis, mais il faut quand même l'avoir en tête, c'est que, et c'est le cas d'ailleurs dans toutes les boîtes de tech en dehors de leur marché mère, très souvent, quand on est une boîte de tech, les ingénieurs sont au QG. Donc, ils ont été recrutés, ils font de la R&D, ça a certains coûts, mais c'est là que la tech est produite. Et la plupart des marchés en dehors des marchés mères sont des marchés de vente. Donc en gros, il n'y a pas d'ingénieurs dans les marchés d'export. C'est souvent plutôt des vendeurs, des pré-vendeurs, des post-vendeurs. On a toute une série de titres. Et ce qui fait que quand on va être dans une filiale en Asie, par exemple, c'est uniquement de la vente. C'est uniquement des vendeurs. Donc ça va avoir évidemment ça va donner une coloration à l'équipe. Déjà, il faut aller chercher des gens qui sont pas des morts de faim, mais des gens qui aiment vendre. Pas tous les profils aiment vendre, hein.
Ça veut dire que la culture de la boîte va être orientée vraiment autour du concept des quarters, des trimestres. Donc en gros, tout le monde va stresser à mort le dernier mois parce qu'il faut aller remplir les quotas, sinon on se fait dégager. Le premier mois, ça va être un peu plus de planification, mais le rythme comme ça trimestriel va être très fortement imprimé, puisque tout le monde va vraiment être au diapason de arriver à tacler la target du quarter. Ça, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de ces entreprises-là. Donc ça fait que c'est pas exactement la même culture par rapport au QG où il va y avoir du product, de l'ingénierie, il va y avoir des fonctions financières et légales un peu plus étoffées. Donc je pense pas que c'est un gros souci, mais ça veut dire que la filiale locale, elle a aussi besoin de se sentir rattachée à sa maison mère. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est assez peu traité en général. Le fondateur backé par CVC en Europe se dit cool, on a trouvé une bonne équipe, une bonne configuration pour la filiale en Asie, qui se démerdent. On les voit malheureusement assez peu en général venir sur le terrain. Ça, c'est un premier point qui est un peu dommage. Et puis, quand on est dans la filiale asiatique, on représente la marque, mais finalement, on n'en a qu'une partie. On n'a que la partie très commerciale, on n'a pas la partie culturelle, on n'a pas la partie... On arrive tard, hein, généralement en Asie, on n'a pas construit le produit, on n'a pas construit l'équipe. Et ça, c'est peut-être des raccords qui peuvent se faire pour aider la filiale asiatique à se sentir, on va dire, plus pleinement actrice de l'ensemble de la boîte, et pas juste une espèce de bande de piniclés qui va aller taper à toutes les portes pour vendre la sauce aussi vite que possible. C'est un petit gap qu'on peut identifier parfois. Ouais, non, et ça peut même, enfin, je pensais aussi à l'aspect que ici, enfin, surtout dans l'Asie un peu chinoise que je connais bien, les gens sont quand même plus business qu'en France en moyenne, donc on croise beaucoup. Enfin, je vais pas dire que c'est tous des vendeurs nés, mais voilà, on est un peu moins orienté comme ça en France, donc ça peut même être intéressant, quoi. On peut clairement apprendre beaucoup en faisant du business en Asie sur cet aspect-là. Tout à fait. Il y a des notions de réseau, de business. La plupart des gens ont plusieurs business. C'est rare, je trouve, de trouver des interlocuteurs qui font qu'un seul truc. Très souvent, quand on creuse un peu, ils ont un side business. Alors, ça peut être aussi bien vendre des gâteaux sur Instagram que faire du dropshipping ou de l'import-export un peu on the side. Donc, la culture de l'Asie, on en parlait avec l'une des personnes que j'ai eues sur mon podcast. C'est marrant parce que on a à la fois un côté plus rapide. Les gens sont friands de contact, les gens sont curieux, les gens ont envie de renifler des opportunités de business. Alors ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout en Europe, par exemple. On a quasiment un côté honteux en Europe, je trouve, à parler parfois d'argent, de portes, de succès. Bon, alors l'Asie, et comme tu l'as dit, l'Asie chinoise encore plus, la notion de succès, de performance, de réussir par l'argent, elle est même pas capitale, elle est vraiment au cœur du système, quoi. Donc, il y a aucun problème avec ça, et on trouve du coup des profils qui sont sans aucun faux semblant. Bah oui, il faut vendre, c'est la vie, il faut vendre gros, il faut vendre bien, il faut vendre souvent, c'est pas un problème. Donc ça peut être appréciable si on est un peu trop coincé dans sa culture judéo-chrétienne européenne ou voilà. Puis en Europe, on est un continent plus vieux, on a des droits différents aussi, on a un mode de travail différent. En Asie, on bosse, c'est tout. On bosse et on aime ça en général. Et une question assez basique, mais qu'on a zappé un peu, où s'installer, quoi. On a parlé des marchés, donc il y a clairement un lien avec ça. Mais comment décider? Alors Singapour, Hong Kong, voire ailleurs? Alors là, c'est une grosse question. Tu vas peut-être prêcher pour ta paroisse. Toi, t'es à Singapour et c'est un hub assez évident pour beaucoup de startups. Alors c'est un hub, mais le problème c'est que c'est pas un marché. Donc en gros à Singapour, il y a assez peu de grosses entreprises. Il y a des sièges régionaux, ça c'est sûr. Il y a quelques boîtes qui sont grosses. Ça peut être le télécom local. Alors vous imaginez que eux ils ont vu passer des centaines voire des milliers de vendeurs de solutions depuis le début. Je dirais que c'est quand même plus intéressant de se fixer dans un marché qui est le marché stratégique. Encore une fois, l'Asie c'est grand. Alors, soit on se dit, on va lancer les filets très largement et on va ouvrir un pôle en Asie du Nord, un pôle en Asie du Sud-Est, et on a quand même Australie-Nouvelle-Zélande qui est un marché à la fois Asie-Pacifique et très différent. C'est un marché qui ressemble plus à Royaume-Uni par exemple, en termes de pas de taille mais en termes de process d'achat et de décision. Et puis après on se dit au bout de 6 mois, 1 an, qu'on a testé le terrain, on se regroupe sur un endroit plutôt qu'un autre.
ou alors on a déjà une information où on sait, en ayant fait ces fameux 10 conglos locaux avec ces 10 pays, celui où on veut aller, et on y va. Singapour, c'est pas mal. Après, les talents sont chers. On est sur des pays où les salaires sont quand même plus élevés qu'en France. Le coût de l'immobilier est cher. Donc, si vous voulez recruter des gens, faut qu'ils se logent et le logement va coûter un bras. Maintenant, en post-Covid, les vols coûtent cher. Donc, même d'aller faire un aller-retour à Jakarta qui a 1 heure et demie d'avion, avant, ça coûtait 100 euros. Maintenant, ça coûte le triple. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut avoir en tête pour ne pas avoir des coûts comme ça qui s'étendent tout le temps. Donc je dirais que ça dépend vraiment de la maturité qu'on a par rapport à l'Asie. Si on sait que, alors en e-commerce, l'Indonésie, ça reste un mastodonte. On a quand même des très gros géants là-bas, la taille de la population est énorme. Donc si on se dit qu'on est en e-commerce, c'est pas totalement déconnant d'aller s'installer directement à Jakarta, les mains dans le cambouis. Les boîtes indonésiennes vous repéreront d'autant plus facilement que vous serez quasiment les seuls à l'avoir fait. Voilà, il y a d'autres configurations. Il y a des configurations qui viennent avec des très petites équipes de 3-4 personnes hyper mobiles qui passent leur temps dans les marchés, qui ont d'ailleurs, à ma connaissance, pas de bureau à Singapour. Ils ont une entité, mais ils n'ont pas de bureau fixe. Et du coup, ils passent toute leur année à faire des conférences, des expos, des événements dans ces marchés-là. Alors ça veut dire que la vie de famille derrière, elle est un peu moins simple. On n'est pas dans son condominium avec sa piscine et ses cocktails. Non, on est le cul dans un avion low cost, midi, matin et soir. C'est ça aussi, la découverte des marchés. Il y a un enjeu de confort qui au départ est inexistant. Et peut-être que le trompe-l'œil de Singapour, Singapour, la vie est facile quand on a le salaire qui va bien. Mais du coup, Singapour, c'est pas le marché indonésien, c'est pas le marché vietnamien. On peut trouver des Indonésiens et des Vietnamiens à Singapour, mais ils sont déjà un petit peu dépaysés. Donc, il faut pas de toute façon, à un moment, pour passer à l'échelle, il faudra se coltiner d'avoir une filiale locale dans un des gros pays, une filiale au Japon ou en Indonésie. Donc, on peut vouloir reculer le moment du grand saut, mais c'est une souffrance qu'il va falloir se taper, parce que c'est de la souffrance, en termes de légal. On n'ouvre pas une boîte au Japon comme ça d'un claquement de doigts. Les visas, c'est hyper compliqué. Les salaires, ça dépend, mais la monnaie locale peut parfois faire du yo-yo, donc on peut passer du simple au double parfois sur la même année. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Est-ce qu'on veut se l'infliger tôt ou tard dans le parcours ? C'est une bonne question, mais je pense quand même que se concentrer sur un marché sur lequel on a une certitude, faut y aller, et faut y aller en vrai. Donc autant se prendre les difficultés au départ, comme ça après on a fait la plus grosse marche et on peut scaler. Mais c'est des sujets qui sont effectivement compliqués. Après, la bataille des villes sympas, c'est souvent entre Hong Kong et Singapour, on dit. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a d'autres villes qui tirent leur épingle du jeu, comme Bangkok. Alors, parce que les coûts de la vie sont devenus très très chers à Hong Kong et Singapour, il y a beaucoup de boîtes qui relocalisent leurs sièges régionaux à Bangkok. Il y a des boîtes en énergie, il y a des boîtes en pharma, il y a des boîtes en FMCG. La qualité de la vie en Thaïlande est hyper agréable. C'est un pays qui est très varié. Donc, c'est peut-être un troisième lieu possible, beaucoup plus accessible en termes de coûts, et très bien placé géographiquement également pour aller en Asie du Nord, pour aller en Asie du Sud-Est, etc. Ouais, non, et la distance est aussi importante, comme tu le dis. De Singapour au Japon, c'est quoi? C'est 6 heures d'avion, si j'ai pas de bêtises, ou C'est plus que ça, c'est 8 Ah heures. bon, d'accord, ouais, moi je me rendais pas compte, donc c'est à ne pas oublier. Couvrir Tokyo depuis Singapour, de ce côté-là, c'est un peu compliqué. Donc voilà, tu parles après, donc voilà, une fois qu'on s'est bien installé, de scaler. Donc on a lancé un pilote, on a déjà une équipe locale. Au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'objectif? Au bout d'un an, en fait, une fois qu'on a compris qu'il y avait un marché et qu'on a compris comment y vendre, le passage à l'échelle, en fait, ça va être... alors, il y a une partie autour des talents, parce qu'en fait, quand on commence à avoir de la traction, il faut des gens pour aller faire des propositions, pour aller faire des démos, etc. Le pool de talents, c'est compliqué pour une scale-up qui vient d'Europe en Asie. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, d'abord, c'est que le deal qu'une scale-up va proposer, c'est quand même très souvent un salaire moindre, mais avec des parts pour profiter de l'upside, on va dire, d'une exit qui peut arriver dans 3, 4, 5 ans. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est très tentant pour les Asiatiques.
Faut se rendre compte, à Singapour, on doit être sur 2% de chômage, qui est incompressible. À la moindre incartade, un ou une employé va pouvoir aller sur le trottoir d'en face pour une augmentation de 5 à 10% quasiment garantie. Donc c'est ça auquel on fait face. On a aussi des talents locaux pour qui bosser pour une petite boîte française pas très sexy. On a Google, on a Meta, on a TikTok, on a Amazon, on a toutes ces belles boîtes. Alors c'est des jobs qui sont durs, mais pour des populations locales qui sont quand même très drivées par le statut, le succès. Malheureusement, c'est pas dans les petites boîtes françaises que ça va matcher en termes de perception. Donc on se bat avec toutes les grosses tech américaines qui démarchent beaucoup. Alors tout le monde a fait un tour un jour dans un bureau Google, tout le monde est impressionné, on en sort avec des étoiles plein les yeux. Donc ça c'est ce qui arrive. Google à Singapour par exemple, ils embauchent quasiment systématiquement tous les diplômés de computer science qui sortent de la plus grosse fac du pays. On parle de 150 profils par an. Bon une fois qu'on le tiers A des talents est passé, est-ce qu'on peut avoir le tiers B? Le tiers B, faut négocier. Parfois, on va avoir du tiers C. Mais le problème, c'est que des gens qui sont moins talentueux, ça se voit directement, surtout dans les petites équipes commerciales. Donc, il y a vraiment un enjeu de savoir comment on construit son pipeline de talents, faire de la marque employeur, aller dans les universités, aller sponsoriser des events pour qu'en gros les gens nous voient et se disent ah oui, je les ai déjà vus, ils font des trucs sympas, ils bossent avec telle et telle référence, ça c'est important. Il y a une partie autour des partenariats. Alors le partenariat, c'est l'idée de s'associer à une agence ou un revendeur qui localement est bien implanté et qui peut faire des intros, qui peut nous embarquer avec lui dans des prestations, etc. Les partenariats, pour l'avoir fait un petit peu, c'est un rôle qui est assez ingrat dans le sens où on imagine que c'est quasiment comme du sales. Fais-moi une intro, je veux voir le décideur. Oui, alors, sauf que le partenariat, vous êtes l'un de ses partenaires parmi tant d'autres, ils vendent aussi d'autres choses. Donc ça, c'est un métier de long terme, de faire les bons partenariats. On peut pas imaginer qu'un partenaire va nous donner des prospects qualifiés en 3 mois. Je l'ai pas en vue en tout cas. Et puis après, vous avez évidemment le niveau de support. Donc si vous voulez passer à l'échelle, globalement, il faut que vos clients locaux vous recommandent à d'autres clients locaux, ou alors votre client local qui vous a acheté il y a 3 ans, l'acheteur, le décideur a changé de boîte, il vous emporte avec vous. Mais pour avoir cette réputation de bouche à oreille, il faut faire du super taf. Pour faire du super taf, il faut du support local bien formé. Alors nous, on a eu de la chance, par exemple, sur Botify, d'avoir une Customer Success Manager qui avait la particularité assez unique de parler japonais et indonésien. Voilà, c'était le truc parfait parce que c'est les 2 gros marchés qu'on visait et du coup pour quelqu'un qui va pouvoir parler en langue locale avec les 2 types d'interlocuteurs, franchement, elle mériterait quasiment un double salaire parce que c'est quasiment impossible à trouver. Donc, je pense que ces 3 choses-là, un pipeline de talent qu'on va pouvoir solliciter dès qu'on sent que ça s'accélère, des partenariats qui peuvent nous aider à qualifier les opportes. Donc par exemple, on va aller voir d'autres scale-up qui bossent sur le créneau que nous. On va aller voir des revendeurs de software, il y en a beaucoup. L'idée, c'est pas tant d'avoir des leads, mais c'est d'avoir de l'information. Je sais que tu as vendu un gros logiciel à tel gros client. Me fais pas l'intro, mais dis-moi comment ça se passe. Qui est-ce qui a acheté? Est-ce que c'était long? Est-ce qu'en gros, ils ont été très tatillons sur le prix, sur le process, sur le support, sur le légal, etc. Et puis après, évidemment, d'avoir le bon niveau de support. Avec ça, on commence à pouvoir passer à l'échelle. Et évidemment, le meilleur moyen, c'est d'avoir vos clients qui parlent de vous. Alors moi, je l'ai déjà vu effectivement dans d'autres scale-up en Asie, où le deal que fait la scale-up avec le client, c'est on vous fait un prix sympa. Par contre, vous êtes notre tête de gondole et on vous demande d'intervenir à quasiment tous les événements pour prêcher la bonne parole de comment notre produit aide vos équipes à faire ça bien. Alors ça c'est l'argument killer. Vous avez les compétiteurs et les prospects qui sont dans la salle et ils voient l'un de leurs pairs qui recommande votre solution. Là, on commence à gagner beaucoup de points, mais évidemment, il faut déjà avoir dans la poche ce premier client local. Mmh. Ok, ouais. Merci beaucoup, hyper intéressant. Je prends des notes. On a couvert pas mal de choses déjà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore traitées, que tu aimerais rajouter? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore traitées? Non, c'est pas mal. Après, je pense que une partie qui est compliquée, c'est la taille de l'Asie.
Et d'ailleurs, on le voit dans les Fortune 500 et les grandes entreprises de ce monde-là. La zone APAC, elle est monstrueuse. Hein. On parle de Nouvelle-Zélande à la Mongolie. Enfin bon, c'est des pays qui en plus n'ont aucun rapport les uns avec les autres. On commence à voir d'autres clusters. Donc maintenant, China, Greater China, ça tend à être une région en soi, ne serait-ce que parce que la partie régulation, contrôle financier est extrêmement fort. Australie, Nouvelle-Zélande, ANZ, c'est un autre cluster. Southeast Asia, ça en devient un autre. South Asia avec Inde, Pakistan, Bangladesh, ça en devient un autre. Et puis après, on a en gros Asie du Nord-Est avec Taïwan, Japon, Corée qui sont, on va dire, dans un même sac. Mais en fait, il y a 5 zones très différentes dans l'Asie. Donc peut-être avant de se dire on va en APAC, quand on est une grosse entreprise du CAC 40, on a les moyens, on a les ressources, on a le temps. Mais quand on est une scale-up avec une runway de cash qui est limitée, avec des enjeux de croissance qui sont hyper forts, c'est ça le problème en fait, je trouve, entre les scale-up et les, c'est qu'une scale-up, en principe, a une durée de vie qui est limitée. En gros, une entreprise qui a levé auprès de VC, les VC veulent liquider les positions, on va dire, en 8-10 ans maximum. Donc, si une boîte arrive en Asie et elle est à 3-4 ans de son exit, en fait, il faut se grouiller parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour s'implanter, avoir du succès, et surtout, il faut que l'Asie compte pour quelque chose. Si en gros, on fait tous ces efforts et que l'Asie va donner 2-3% du chiffre d'affaires global, ça fait pas rêver. Et quelqu'un qui va vouloir peut-être racheter l'entreprise, mettons un compétiteur qui est aux US, va regarder le découpage géographique et va se dire, là les mecs, vous avez marché US, c'est top, on vous rachète parce que vous commencez à nous embêter. Marché européen, traditionnellement, ça fait toujours chier parce que il y a du légal, des langues, des droits, c'est compliqué. Et marché Asie, alors là, vous avez été wild, il y a 2-3 belles refs, mais c'est 2% du CA. Donc peut-être qu'on va pas racheter l'Asie, on va vous racheter les US et 2 pays d'Europe, et le reste, on va couper et vous vous débrouillez avec. Donc il y a quand même un enjeu à ce que, en venant en Asie, il faut que l'Asie soit grosse. Ça peut pas être juste une slide dans le deck de revente en disant by the way, on a LVMH en Chine. Quand on est une boîte française, on a forcément LVMH en Chine, ils bossent avec tout le monde. Donc il faut aller au-delà de ça et il faut montrer on a 10, 15, 20% du CA en Asie. Ah ouais, alors là les mecs rigolent pas parce que ils ont vraiment réussi à scaler dans plusieurs marchés. On peut pas faire 20% de sales venant de l'Asie en étant que sur les clients francophones ou européens, pas possible. Donc il y a un enjeu de taille et d'ambition qui doit être mesuré à l'aune du temps que ça va prendre. Donc comme on sait que ça prend du temps de convaincre un client local, de le faire passer à l'échelle, de l'upseller, il faut mieux être bien focus sur 1 ou 2 pays dont on sent qu'ils vont peut-être pouvoir. C'est mieux de se dire on a fait 4% du CA global avec la Thaïlande que de se dire on a fait 6% avec l'Asie totale parce que ça va être plus significatif quoi. Donc il y a je pense un enjeu assez fort sur prendre plus le temps au départ de bien choisir le pays qu'on va vouloir approcher et miser plus de ressources là-dessus plutôt que de s'étaler on va dire sur une zone qui va couvrir 5-6 fuseaux horaires, hémisphère nord, hémisphère sud, et sur lequel, alors on parlait des vols, si vous êtes le top sales de la boîte et que vous êtes à Sydney, allez se faire les déplacements à Tokyo, à Singapour. La première fois c'est marrant, la deuxième fois ça commence à devenir un peu long, puis la troisième fois ça vous gave parce que c'est vraiment des rythmes de vie qui sont quand même très compliqués. Donc je dirais vraiment le focus sur le pays, je pense, est un point qui est pas forcément traité, et il faut un peu de courage pour se dire on fera pas de la Chine par exemple. Alors la Chine ça tente tout le monde mais c'est compliqué à des millions d'égards. Il y a beaucoup de scale-up d'ailleurs qui n'y vont pas parce que on n'est pas trop sûr au niveau de l'IP, on n'est pas trop sûr au niveau du recrutement, on n'est pas trop sûr au niveau de comment on va pouvoir sortir le cash si on en fait beaucoup. Donc il y a des questions. Si tu te places dans une optique de rachat de ta scale-up à un moment, ça peut potentiellement être par une entreprise américaine, c'est quand même pas rare. Et les Américains vis-à-vis de la Chine, ils deviennent de plus en plus tatillons. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais je pense que vous me comprendrez. Donc ça, c'est peut-être aussi un aspect à prendre en compte. Il y a des gens... Là, en fait, c'est ce qu'on appelle la déglobalisation. Alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, je pense, pour toi et pour moi. Moi, il y a 10 ans, quand je suis arrivé, alors j'allais beaucoup en Chine pour mes clients.
Pour moi, la Chine, c'était comme la France. Alors oui, il y a un État, mais globalement, les gens contournent l'État en permanence. Les gens font leur business à côté. Il y avait un optimiste en Chine qui était extrêmement fort. C'était vraiment très agréable d'y aller. Là maintenant, avec Xi Jinping, le Covid et puis les tensions qui ont lieu, c'est très compliqué. Et on sait même que dans des équipes à Singapour, d'avoir un Indien et un Chinois dans la même équipe, ça va commencer à créer des problèmes. Ça, je savais pas, c'est pays, intéressant. On voilà, alors c'est des pays qui sont pas en guerre aujourd'hui, mais qui se fritent quand même. La frontière, ouais, c'est un peu chaud là. Hein. La frontière, c'est chaud. Donc ça, c'est un sujet. Même avant de considérer qu'un acheteur va se dire, oh là là, est-ce que je suis pas en train de mettre le pied dans un champ de mine? Si vous avez une boîte qui va devoir à un moment réunir des partenaires australiens, chinois, indiens, good luck. Là, vous avez déjà des tensions culturelles qui sont assez fortes. J'ai déjà entendu des cas où c'était très compliqué de faire bosser indiens et chinois ensemble. Donc, si votre secteur de technologie vous impose de faire ces deux pays-là, il y a des choix à faire en termes de, ça peut être en termes de marque, en termes de filiales, en termes de mettre des cloisons. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où les frontières remontent et c'est effectivement pas aussi facile qu'il y a 10 ans où finalement on pouvait vendre un peu n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Il y a des trucs tout cons, mais par exemple, si vous montrez un fond de carte à un client vietnamien ou un client chinois et qu'il y a ou il n'y a pas ces fameux 9 lignes que les Chinois essaient de conquérir sur la mer, mais déjà là vous êtes dans des problématiques culturelles hyper compliquées et vous avez c'était dans les news ces derniers jours, hein. Je sais pas si tu as vu, je crois que c'est le film Barbie qui est interdit au Vietnam parce qu'il y a une carte qui présente les choses, qui montre les je crois que c'est justement la mer de Chine là où il place la frontière, quelque chose comme ça. Donc un exemple qui date de cette semaine. Donc tu as tout à fait raison. Un client chinois qui voit sur votre site que vous avez une boîte taïwanaise dans les références et que vous mettez client taïwanais, game over. C'est client du territoire autonome, machin peut-être, mais c'est compliqué. Il y a vraiment des tensions qu'il y a aujourd'hui, qu'il n'y avait plus avant, et malheureusement, on les voit quand même plutôt en train de monter que de s'apaiser. Ok, super. Je te propose de conclure. Donc, la question signature du podcast, je te la pose. Comment, t'as déjà beaucoup répondu, j'ai l'impression, mais peut-être essayer de synthétiser ta pensée ou de donner un exemple précis. Comment hacker l'Asie? Comment hacker l'Asie? Alors, ça, c'est une anecdote aussi que je tiens d'une scale-up avec qui j'ai pas mal bossé ces derniers mois dans la région. C'est le réseau des francophones dans les grosses boîtes. Alors, c'est un peu une redite de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais quand même, ce sales guy, alors il a passé 4-5 ans dans le QG de la scale-up en France. Donc, il sait vendre la solution à la terre entière en Europe. Il vient en Asie et son premier move, c'est d'aller scanner sur LinkedIn tous les cadres francophones de Central Group. Et il me dit, j'ai trouvé 80. Et alors moi, ça fait quand même un peu plus longtemps que je suis en Asie que ce jeune-là, mais je me suis pris une claque et je me suis dit, alors lui c'est un malin, il a effectivement été mappé ça, et il s'est fait ses déplacements à Bangkok et il a vu les 80 décideurs francophones de ce groupe-là. Alors là, lui, il a hacké l'Asie, ça fait à peine un an qu'il est là, mais c'est exactement la manière de faire. Donc le réseau des francophones dans les groupes locaux, c'est gold. Généralement, les Français qui sont dans les groupes locaux sont des vétérans expatriés. Ils restent pas 2 ans, 3 ans et ils s'en vont. Les faux expats, ceux qui viennent 3 ans parce que leur boîte les a envoyés avec un joli package, l'école des gamins, l'AMED, etc. Ceux-là, ils sont pas hyper intéressants, ils ont pas de pouvoir d'achat. On salue ceux qui nous écoutent, les faux expats, ça leur fera plaisir. Voilà. Non, mais je pense que les gens savent de quoi on parle. On peut être un vrai expat qui fait 3 ans à Hong Kong, 3 ans à Dubaï, 3 ans aux US, mais c'est généralement pas ces gens-là qui permettent de bien comprendre le pays, la culture et la boîte. Par contre, les francos qui vont dans les boîtes locales, la boîte locale, de toute façon, elle va pas embaucher quelqu'un qui vient pour 2 ans. Ça, j'ai jamais vu. Donc, elle va embaucher quelqu'un qui est peut-être là depuis 5-10 ans, peut-être quelqu'un qui est marié avec une locale. Alors ça, c'est le grand classique de l'Asie. Ah oui, marié une Asiate. Bah oui, ça montre quand même un certain commitment et puis un certain attachement à la région.
Et dans une région du monde où la confiance se construit sur le long terme, la carte de dire by the way, ma femme est singapourienne, mon gamin est mixte, vous ouvrez des portes qui sont culturellement intéressantes. Donc je dis pas qu'il faut lâcher vos compagnons et vos compagnes françaises quand vous mettez le pied en Asie, mais en tout cas entre le côté les francophones dans les groupes locaux et avoir des amis locaux, parce que très souvent malheureusement les expats français et les autres, vous regardez les bandes d'amis, c'est les autres expats. Alors on tourne en rond dans CAC 40, Fortune 500, mais on ne se donne pas la chance d'avoir accès aux clients locaux qui sont quand même le grand prix qu'on veut viser quand on est, je pense, dans ces régions-là. Très bien. Je te remercie, Martin. Alors, tu as cité ton podcast. Je ne sais pas s'il est déjà en ligne. Tu peux nous en dire plus et peut-être la manière de te contacter. Oui, tout à fait. Alors, je suis très présent sur LinkedIn. Martin Pasquier, je crois qu'il n'y en a qu'un. Je mettrai le lien dans la description. Ouais, tout à fait. Ce podcast que j'ai lancé, alors je le partage sur LinkedIn et sur YouTube. Pareil, on peut le retrouver avec mon nom. Et c'est des entretiens de ce qu'on appelle des VP APAC, vice-président APAC. Donc c'est souvent les experts, les managers qui sont propulsés à la tête de ces filiales asiatiques, que ça soit un lancement de marché ou déjà des marchés un peu étoffés. Et ce qui m'intéresse de comprendre, c'est déjà comment on trouve un VP APAC, parce que c'est des profils qui sont assez particuliers. Et puis c'est quoi la vie d'un VP APAC au quotidien, entre le lancement de marché, la rétention des équipes, le lien avec le QG. C'est des thématiques dans lesquelles je baigne et que je trouve intéressantes d'explorer. Donc voilà. Ok, super, merci beaucoup et à une prochaine alors. Salut. Merci Raphaël. Merci beaucoup, au revoir. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!